Bonjour Mohamed, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette salle magnifique qui s'appelle El Khaldounia, dans la Médina de Tunis. Et merci d'avoir accepté de participer à ce dossier thématique. Donc aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est de repenser, de questionner les mobilités et d'inviter un changement de prisme. Donc, Mohamed, je te présente très brièvement. Tu es politologue. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va essayer de discuter sur différents points. Et j'aimerais entrer dans le vif du sujet avec un événement qui marquant de la fin de l'année dernière, avec le Premier ministre tunisien Hicham Mechichi. Donc, il a déclaré que le côté français a fait preuve d'une grande compréhension envers l'approche adoptée par la Tunisie dans les questions liées à l'immigration illégale. Et en fait, je me souviens que cette interview, elle a été très polémique. Elle a eu d'assez grandes répercussions ici parce qu'il a fait l'analogie entre la question des réfugiés et du terrorisme suite à l'attentat à Nice. Est-ce que tu voudrais bien revenir sur cet événement, en fait, cette interview ? Merci. Bonjour Betty, merci évidemment pour l'invitation. Alors pour la déclaration malencontreuse de Hicham Mechichi, le président du gouvernement tunisien, d'abord je pense honnêtement que ça relève de l'ordre de la maladresse, beaucoup plus d'un discours réfléchi et une position donc convaincue. Hicham Mechichi, il ne s'y connaît pas en matière migratoire, ce n'est pas sa spécialité, il n'a jamais été dans les affaires, dans la conception des politiques publiques. C'était un gestionnaire issu de l'École nationale d'administration tunisienne, donc ça d'un côté. Mais cela n'empêche pas de dire aussi que quelque part il intériorise un petit peu ce discours donc ambiant sur et cet amalgame entre l'immigration et l'immigration irrégulière et le terrorisme. Donc oui, il reprend un petit peu ça, donc même inconsciemment. Et puis, troisième point aussi, ça peut être intéressant lorsque l'on analyse cette déclaration, c'est aussi le fait qu'il était cherché de l'aide auprès donc, des Européens et quelque part il tentait de faire de ce discours-là un appui pour ce qu'il va demander aux Européens par la suite. Et justement, toujours sur cette interview, parce que tu m'aides à faire le lien, parce qu'il insiste sur une approche, tu dis il est parti chercher de l'aide, mais justement, lui, il insiste sur une approche développementaliste, alors qu'on sait que la Tunisie, à l'heure actuelle, reçoit énormément de financement, principalement de l'Union européenne, justement pour traiter la question de la migration. Et lui, il la préconise. Et il dit que l'approche sécuritaire, elle est certes utile, mais elle n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette approche développementaliste et tous ces investissements? On a notre collègue italienne qui appelle ça des investissements de façade. Et puis sur cette approche sécuritaire, qu'est-ce que tu pourrais nous... Est-ce que la Tunisie reçoit beaucoup d'argent en termes d'aide? Cette question-là mérite que l'on s'y attarde un petit peu parce que, d'abord, les montants ne sont pas réellement des montants énormissimes par rapport aux défis qui se présentent. Deuxième chose, il faut distinguer dans cette aide entre ce qui est don et ce qui est crédit. Donc la bonne partie de cette aide, ce sont des crédits. Troisième point aussi, c'est qu'une bonne partie de cette aide revient aux experts occidentaux, en fait, dans les programmes qui sont faits. Donc, ce sont toujours les experts, on invite les experts occidentaux, et donc c'est une manière de rendre un petit peu l'argent qui a été donné. Chemillé-Gendreau a écrit longuement sur la question de l'aide au développement.
Bon, ceci étant dit, oui, certes, la Tunisie a besoin d'aide, hein, comme les autres pays de la région ou de l'Afrique subsaharienne, ou même comme certains pays de l'Europe de l'Est. Mais il faudrait correspondre l'aide avec les besoins réels de la Tunisie, mais non pas en faire un levier pour obtenir des résultats sur la question sécuritaire, sur la question de la gestion des frontières, sur la lutte contre l'immigration irrégulière, etc. Donc maintenant, il s'agit beaucoup plus de revoir la logique et la philosophie de l'aide au développement pour que ce soit réellement donc, efficace et efficiente. En fait, ce qui est intéressant ici dans cette discussion, c'est que tout à l'heure, on parlait de Hichem Mechichi, tu parlais de maladresse. Quand il a fait cette analogie entre réfugiés et le terrorisme. Et malheureusement, à la même période, il y avait la crise du Covid. D'ailleurs, on est toujours dedans. Et on parle de troisième vague en ce moment en France et dans les pays européens. Et on a vu, les médecins en première ligne, dans les hôpitaux vraiment dépourvus de matériel et dans les banlieues françaises, les médecins en première ligne étaient les médecins maghrébins. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il souligne, qu'il fait cette analogie du réfugié terroriste pour une certaine catégorie de population, mais on oublie de parler des autres. Oui, c'est le cas aussi de la visite de Macron à Marseille, là où il a vu que majoritairement l'équipe du docteur Raoult, c'était des Maghrébins. Donc oui, bon, c'est malheureux de le dire, mais ça, c'est un problème qu'il faut résoudre d'urgence. Il faudrait réfléchir sur le moyen de trouver un petit peu un juste milieu, hein, parce que on peut nous objecter aussi par le fait de dire oui, mais tout le monde a le droit de partir, tout le monde a le droit d'améliorer sa situation, et si les conditions ailleurs sont meilleures, ben on ne peut pas empêcher les gens de partir, les compétences tunisiennes et les compétences africaines de partir. Oui, ça c'est légitime, mais je pense qu'il y a possibilité de trouver un juste milieu, un moyen qui permet à ces gens-là de partir et d'améliorer leur situation, mais par la suite qu'ils puissent eux-mêmes renvoyer l'ascenseur, si j'ose dire, et faire profiter aussi de leur expérience à l'étranger pour la Tunisie. Ça peut être aussi sous forme d'engagement entre les candidats donc, qui vont partir et l'État tunisien. Il y a plusieurs manières hein, de concevoir une solution à ce problème. Il y a par exemple, lorsque l'État tunisien donnait des crédits pour les étudiants sont engagés à rembourser les crédits une fois qu'ils aient un boulot, etc. Donc, il y a toujours une solution, hein, mais il faudrait que les autorités publiques, les pouvoirs publics s'y mettent à réfléchir réellement sur la question. En 2020, l'année dernière, on a enregistré, enfin, les chiffres changent. On est sur du à peu près, mais je crois qu'on était à peu près 20 000 Tunisiens qui ont débarqué sur les côtes italiennes de manière irrégulière. C'est un chiffre jamais atteint depuis 2011, depuis la révolution de 2011. Quelles sont les raisons? On sait qu'on était en situation de pandémie. Des mesures coercitives ont été prises ici, le confinement, alors que beaucoup de personnes subsistent grâce à l'économie de la débrouille, l'économie informelle ou dite parallèle. Donc, quelles sont les raisons, hormis, parce que je ne crois pas qu'on va tomber, que c'est seulement la pandémie qui explique ces départs, donc les différentes raisons pour cet exodus tunisien, est-ce que c'est vraiment un problème pour qui? C'est qu'en fait, on arrive à la 10e année de la Révolution et avec les élections de 2019 et l'arrivée de Kais Saïed, avec toutes ces promesses, le nouveau visage de l'ARP, et ça se confirme ces derniers temps,
sans aller dans les détails, mais on arrive à un point de désespoir tel que voilà, il n'y a plus d'issue. On attendait que ça va changer avec les élections, et peut-être que le pouvoir en place qui va prendre les choses en main va améliorer la situation. On s'est retrouvé avec des crises de gouvernement, avec des conflits ouverts entre le président de la République et le parti Nahda, essentiellement, et puis des alliances qui se sont faites et qui se sont défaites, des alliances contre nature, des résistances au changement, des résistances à la lutte contre la corruption. En fait, la crise, elle est réellement politique. Oui, une justice à deux mesures. Donc, il y a une certaine atmosphère qui s'ajoute au malheur de ces jeunes-là. Et puis, j'ajouterai cet élément qui est corollaire, en fait, à ce que je viens de dire, c'est que ces jeunes-là, et ce sont des interviews qui ont été conduites, ces jeunes-là disent, écoutez, nous, ici, nous sommes pratiquement morts. Ils ont brûlé. Pour reprendre le vocabulaire de Harag, ils disent on brûle ici. Oui, ici, déjà, on brûle. Alors, moi, je suis déjà mort ici. Est-ce que j'aurais peur de traverser la Méditerranée avec le risque de mourir? Je suis déjà mort. Vous voyez, donc c'est-à-dire toute cette accumulation des 10 dernières années, voilà, font qu'à un certain moment, avec le relâchement sécuritaire dû à la crise du coronavirus, explique en partie cette vague-là. Mais est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en matière de politique migratoire depuis les soulèvements populaires de 2011 et le départ de Ben Ali? On n'a pas réellement une véritable politique réfléchie, etc. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit beaucoup plus d'un bricolage institutionnel. Bon, qu'est-ce qui a changé? Quelques petits changements. Et c'était c'est-à-dire compréhensible vu le contexte nouveau, surtout les premières années. Donc les changements peut-être marquants, c'est d'abord cette initiative de faire un texte de loi sur la question de l'asile. Deuxièmement, il était question aussi, ça l'est toujours, de faire une stratégie nationale migratoire. Ça, c'est des sujets ou bien des initiatives qui étaient le résultat de l'après-2011. Il y a eu aussi, donc, pour ces deux initiatives, l'implication de la société civile. Elle a beaucoup vraiment poussé pour que ces initiatives voient le jour. Et on finit par avoir deux textes, un texte sur un projet de loi sur l'asile qui n'a pas encore été adopté, malgré le fait qu'il soit prêt depuis des années maintenant. Et puis le deuxième texte, c'est la stratégie nationale migratoire, qui est maintenant en chantier de nouveau, parce qu'on a eu des versions et maintenant on est en train de revoir la dernière version avec une équipe d'universitaires. On verra qu'est-ce que ça va donner. Les gens qui travaillent, ils sont bien. Donc voilà les changements majeurs, je dirais. Mais pour le reste, la pression de l'Union européenne, elle est toujours là. Les autorités tunisiennes n'ont pas de véritable vision et de politique migratoire, mais ils ont une politique de réaction, je dirais, c'est-à-dire la politique migratoire tunisienne, c'est la réaction par rapport aux pressions et aux demandes de l'Union européenne. Donc voilà, grosso modo, mais peut-être aussi, bon, oui, un autre changement, c'est que avec Ben Ali, c'était quand même, il cherchait à avoir le soutien
des autorités, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou bien de ses États membres. Donc là, le contexte est différent, hein, on n'est plus dans un régime autoritaire, mais pourtant, hein, la logique reste la même, hein, la logique, c'est-à-dire de ce marchandage, qu'est-ce que je dois avoir en contrepartie pour les concessions que je vais faire. Hein, c'était vrai au temps de Ben Ali et c'est vrai actuellement. Pourtant, en termes de migration, en Tunisie, on observe vraiment des mutations. Dans la diversification des populations, des profils, des motivations pour venir en Tunisie. Donc là, je pense aux étudiants internationaux, originaires des pays de la rive sud de la Méditerranée. On voit bien l'ouverture des universités privées et l'attractivité de la Tunisie. Le Maroc et l'Algérie aussi, mais la Tunisie est en train de se positionner. Je pense aux patients qui sont principalement maghrébins, mais on observe de plus en plus de patients également originaires d'Afrique de l'Ouest, en fait, de l'Afrique francophone, qui viennent se faire soigner en Tunisie. Et ça a des impacts en termes de développement. À des échelles locales, on n'a pas de données, ce sont des processus, c'est en train de se passer. Donc c'est assez compliqué de mesurer, mais c'est en train d'arriver. Donc, je pense aussi à eux. Et puis, je pense à tous ces travailleurs. Donc, voilà, il n'y a pas de cadre légal pour eux. Et pourtant, ils sont bien là. Les rapports de l'OCDE, les rapports de la Banque mondiale, tous vont dans le même sens, de l'OIM, etc., même de la société civile, même des chercheurs. Donc, la majeure partie sont d'accord que la mobilité, même irrégulière, hein, même l'immigration irrégulière, a des répercussions positives aussi bien sur le pays d'accueil que sur le pays d'origine. Bon, il y a certains chercheurs qui essaient de relativiser un petit peu ce constat-là, mais je pense qu'il se forme une sorte de consensus sur les bienfaits de l'immigration, aussi bien régulière que irrégulière. Est-ce que maintenant on est conscient de ça au niveau africain? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une réception de la part, par exemple, des pays de l'Afrique du Nord, de ce que fait, ou bien de la stratégie de l'Union africaine, qui vient actuellement, qui a revisé sa stratégie migratoire et elle a adopté une nouvelle pour, je pense, 2018-2030, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce propos, c'est que j'ai eu la chance de participer dans l'équipe qui a fait l'évaluation de la stratégie migratoire de l'Union africaine de 2006. Ça, c'était en 2017. Et donc, moi, j'étais chargé de voir l'importance ou bien l'impact de la stratégie migratoire de l'Union africaine en Afrique du Nord. Pas le Maroc, hein. Le Maroc, ça a été traité à part, mais c'était l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie. Et j'ai fait des entretiens, etc., et le résultat était clair. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'impact. On parle de changer de prisme pour aborder la question des mobilités, et la Tunisie se positionne, par exemple, comme un hub pour les services de santé en Afrique francophone, comme une nouvelle destination pour les études supérieures, et aussi comme une nouvelle destination pour l'immigration de travail. Donc, il n'y a pas de cadre, mais il y a eu quand même, moi aussi j'essaye de positiver, des avancées. Je pense aux 2 lois qui ont été légiférées sur la question des discriminations raciales. Et puis la seconde qui était sur la traite. Voilà, exactement. Oui. C'est-à-dire, il y a des avancées, mais c'est quoi le problème? Encore une fois, hein, c'est parce que c'est l'absence de cette vision, hein, c'est l'absence d'une politique cohérente. Donc là, malheureusement, je vais me répéter, c'est du bricolage. C'est pour cela, des fois, oui, on a des initiatives qui sont réellement encourageantes, qui vont dans le bon sens. Qui sont portées par la société civile. Exactement aussi. Ou par des faits divers tragiques.
Exactement, oui. Mais par la suite, il ne s'agit pas d'une politique cohérente. C'est pour cela, le texte sur l'asile, donc, il est encore bloqué. La stratégie nationale migratoire, est-ce qu'elle va voir le jour? Le doute, elle est là, hein, parce que, en fait, si on veut analyser cela aussi, c'est-à-dire si on veut aller plus loin, pour comprendre cette dualité, hein, d'un côté, on a certains acquis positifs, mais de l'autre, on est à la traîne. Et ça peut être aussi un rapport direct avec la politique européenne. C'est que si jamais on adopte la stratégie nationale migratoire, comme je le disais, elle va être complètement reformulée. Et puis, si aussi on adapte la loi organique sur l'asile, le risque est de permettre à l'Union européenne de classer la Tunisie en tant que pays sûr. Et donc voilà, c'est-à-dire les choses, elles sont très complexes, elles sont interconnectées. Tu peux tout nous dire, on est contre nous. Travaillé donc avec la société civile, je vois que quelque part aussi la société civile, elle n'est pas très enclin à accepter la question de la réadmission et le fait que la Tunisie soit classée comme pays sûr. Alors moi, ce point-là, honnêtement, il me laisse un petit peu confus parce que je n'arrive pas à comprendre la logique. Alors, est-ce qu'on veut que la Tunisie soit un pays sûr, c'est-à-dire dans lequel les droits des migrants, des demandeurs d'asile, des migrants irréguliers ou bien réguliers soient respectés, c'est-à-dire les standards internationaux en la matière sont là, il y a des textes, on les applique, il y a une protection, il y a l'accès aux droits économiques et sociaux, ben alors tant mieux. Personnellement, je ne souhaite pas que la justification ou bien l'argumentaire soit l'otage de ce que va gagner l'Union européenne. Ce n'est pas la question. Tu veux déplacer le débat. La question, est-ce qu'on veut avoir un cadre légal qui fait respecter donc, les droits des migrants, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, etc., tous les droits économiques et sociaux et politiques aussi, et accéder à la citoyenneté, est-ce qu'on veut de ça ou pas? Par la suite, est-ce que l'Union européenne profite ou ne profite pas? C'est aux autorités tunisiennes et c'est à la société civile de définir la manière dont l'Union européenne va pouvoir profiter. Nous devons évoluer et dans cette évolution, je pense que c'est à nous maintenant de définir les règles de la coopération avec l'Union européenne. Mais maintenant, la société civile doit devenir une force réelle de proposition, mais pas uniquement de critique. C'est bien, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il faut arrêter avec la critique, c'est très important, mais c'est dans la critique qu'il doit y avoir les nouvelles propositions. Mais il y a beaucoup de plaidoyers. Oui, ben justement. Je pense que depuis 2011, on ne fait que ça, en fait, de se retrouver et de... Oui, mais on fait des plaidoyers, mais on n'a pas des réponses concrètes. Il n'y a pas suffisamment d'études concrètes pour donner, pour proposer et pour aider un petit peu aussi les autorités tunisiennes à concevoir une politique migratoire. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui sont mis devant la mobilité sud-sud. Donc on voit très bien qu'il y a une forte communauté subsaharienne en Tunisie. Les Libyens qui se déplacent pratiquement sans problème, parce qu'il y a aussi des accords qui remontent aux années 70, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes. Le traitement des subsahariens qui sont dans les travaux précaires, ils sont sujets à des violences
de l'État, hein, de la police, etc., mais ils sont aussi sujets à des violences symboliques, à des violences de la part de la société, donc au racisme, aux violences physiques, etc. Donc la mobilité sud-sud rencontre plusieurs problèmes et défis pour que le cadre légal soit clair. Et Mohamed, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une accumulation de paradoxes. Par exemple, je pense à l'Union du Maghreb arabe, on vient d'en parler. Donc, libre circulation, suppression des visas c'était en tout cas pour impulser ces interactions à l'échelle intra-maghrébine, alors que, paradoxalement, on a une frontière à l'heure actuelle entre le Maroc et l'Algérie qui est fermée, qui est militarisée. Alors, on est devant des situations paradoxales comme ça. Je pense aussi à l'heure actuelle à l'augmentation des patients subsahariens dont on a parlé, originaires des pays d'Afrique francophone, et la Tunisie qui se positionne quant à elle comme un nouveau hub vraiment de recours aux soins en Afrique francophone, parce que l'autre hub, c'est en Afrique du Sud, donc ça s'adresse à une patientèle anglophone. Alors que, dans le même temps, les travailleurs originaires des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui sont installés en Tunisie ne bénéficient même pas de soins dans les infrastructures publiques. C'est des organisations internationales et des ONG qui s'occupent de leur procurer des soins. Donc on est aussi on essaye d'attirer, ou en tout cas, on a un nombre croissant d'étudiants internationaux également originaires d'Afrique francophone. Les universités privées se multiplient. Et encore une fois, paradoxalement, on ne donne pas de permis de séjour, de permis de résidence. On a même les gens prisonniers en Tunisie, puisque au-delà du délai des 3 mois de séjour, on devient irrégulier. Donc on se retrouve dans une situation irrégulière. Voilà, ces paradoxes-là, comment tu penses qu'on peut les mettre sur la table et comment tu penses qu'on peut juridiquement, en tout cas, se confronter à ces problèmes? C'est vrai, il y a plein de paradoxes et je reviens à l'explication principale, c'est l'absence de politique migratoire claire. En plus aussi, il faut reconnaître l'instabilité institutionnelle et gouvernementale ne facilite pas les choses pour concevoir un cadre légal, juridique d'une politique migratoire réellement tournée vers tirer davantage et tirer bénéfice de toute cette mobilité, parce que ce soit les gens qui viennent se soigner ou bien les étudiants, la main-d'œuvre, ça permet, ça introduit une dynamique extraordinaire. Avec des retombées économiques sur très le importantes. plan économique, évidemment, sur le plan économique pour la Tunisie et pour les pays subsahariens, parce qu'il y a l'histoire des transferts de fonds, mais pas que économique, c'est aussi social, c'est culturel, c'est-à-dire ils apportent leur expérience, c'est un enrichissement aussi, donc ici pour la Tunisie sur le plan social et mais culturel. Par rapport au transfert de fonds, Mohamed, par exemple, si on vient travailler en Tunisie, les travailleurs d'origine subsaharienne, le fait qu'ils soient ici dans une absence de droit, ils n'ont même pas de compte en banque en fait. Donc il y a une perte, c'est l'absence de cadre légal pour les intégrer ou devenir un pays hospitalier, en tout cas. Ils ne peuvent même pas ouvrir de compte en banque. Donc il y a une perte économique qui alimente l'économie informelle qui est tant décriée, mais il n'y a aucun outil ou aucun projet, en tout cas,
Pour combattre cette situation. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, je disais, parce que c'est encore une fois cette absence de politique migratoire, et c'est dommage aussi pour les subsahariens, et presque c'est une règle. Hein. Chaque fois où l'on n'a pas un cadre légal qui organise d'une manière bien sûr rationnelle et cohérente une question déterminée, eh ben, la solution, ça va être toujours de l'informel. Alors, les subsahariens ici en Tunisie, pour renvoyer de l'argent, ben, c'est le plan B, c'est l'informel. Ils cherchent un Tunisien qui réside en Côte d'Ivoire, lui, il donne l'argent là-bas et les subsahariens donnent l'argent à sa famille ici. Donc, alors que s'il y avait un cadre légal, ils avaient le droit d'avoir un compte en banque, les choses auraient été plus faciles pour eux, plus simples, et aussi pour l'économie tunisienne et le secteur financier tunisien, c'est-à-dire ça va être gagnant aussi. Mais il y a plein de paradoxes, hein, il y a plein de paradoxes de ce genre. Pour la question des transferts, justement, c'est un problème aussi pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Lorsqu'on voit les frais pratiqués par les banques tunisiennes sur le transfert d'argent des Tunisiens depuis l'étranger, mais c'est énorme quand même. Donc on n'arrive pas à faciliter, à concevoir une solution pour que les Tunisiens résidant à l'étranger puissent envoyer avec beaucoup plus de facilité, avec moins de frais, l'argent ici qui va être investi en Tunisie. Bon ben voilà, on en a terminé. Je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé, cette longue discussion qui était vraiment très enrichissante. Avec plaisir. Et je pense que là, on a ouvert beaucoup de nouveaux sujets de discussion. Ouais. Je te lui ai mis les pieds dedans, mais au contraire, c'est ce qu'il faut, je pense, pour qu'il y ait débat. Exactement. Et je voudrais encore une fois remercier l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui de la Heinrich Böll, mais aussi l'équipe de tournage. Et surtout, mes remerciements vont à la Bibliothèque nationale pour nous avoir laissé filmer ici, dans ce lieu assez magique. Voilà. Merci.